à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 12 de ce Tour d'Italie 2022. Étape qui ne m'a pas emballé plus que ça. Je m'attendais pas à grand chose de toute manière en connaissant un petit peu le profil. J'ai fait une bêtise, non. Au niveau du profil, je vous ai indiqué un profil qui n'était pas le bon parce que je me fie à chaque fois au profil de Pro Cycling Stats. Sauf que le parcours avait légèrement changé. Je l'avais vu en amont de cette étape, sauf que j'ai oublié de l'indiquer dans la vidéo. Que voilà, le profil que j'avais marqué n'était plus le même. Celui-là, je l'avais vu, autant sur l'étape d'avant, j'avais pas vu la différence de parcours. Enfin, la différence au niveau des montées de début de journée qui étaient au départ pas classées et qui ensuite étaient classées au classement de la montagne. Le changement de parcours. Alors, je ne sais pas quand il est arrivé parce que c'est la première fois que Pro Cycling Stats me fait de petites feintes de cette manière au niveau des profils. Parce que normalement, les profils sont fiables. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette étape, à parler des gens que vous avez appréciés aujourd'hui ou que vous n'avez pas apprécié. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça permet d'améliorer la visibilité de la chaîne. Et puis surtout, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Bon, cette étape 12, on est un petit peu dans un ventre mou dans ce Giro. On s'y attendait légèrement que cette deuxième semaine ne serait pas exceptionnelle en termes de spectacle. On savait que ça allait être quand même plutôt un début de semaine pour sprinter. On attend désormais l'étape de Turin avec impatience, parce que je pense qu'elle aura un impact sur le général, l'étape de Turin, qui aura lieu samedi. Et puis dimanche, il y aura Aprica pour l'étape numéro 17. Je vous précise également qu'à partir de dimanche, les conditions d'enregistrement seront un petit peu différentes, parce que je ne serai pas chez moi pour la dernière semaine du Giro, donc on sera sur des conditions un peu plus routes, notamment au niveau sonore. Pas trop au niveau image, parce que je vais prendre ma webcam d'ordinateur et elle arrive à faire du 720p, donc ça va. Par contre, au niveau son, j'aurai qu'un kit main libre parce que je ne vais pas me trimballer le micro un peu partout pour éviter de le péter, déjà, le micro. Donc, voilà. Donc, une étape qui ne m'a pas passionné. C'est vraiment les étapes où j'ai le plus de mal, moi. Je sais que certains, ce sont les sprints. Moi, les sprints, je trouve beaucoup de plaisir à regarder les sprints parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le final et la manière dont... Enfin, c'est un travail qui est très collectif et j'aime bien la manière dont ça se fait un sprint, les étapes de montagne, voilà, parce que c'est ce qui fait la base de la course. Mais les étapes qu'on a vues ces dernières années, quand même pas mal sur les grands tours. C'est-à-dire l'échappée met beaucoup de temps à sortir, mais 1 heure et quart. Et après, grosso modo, c'est la première attaque qui fait la décision. J'ai beaucoup de mal avec ces étapes-là. Pour tout vous dire, là, je pense que la vidéo sera pas très longue. Parce que j'ai pas grand chose à dire. Grosso modo, ça s'est fait à la pédale et ça s'est fait totalement naturellement. Et ça m'a pas passionné. Alors, on a vu Gênes. Bon, on a vu le pont de Gênes, notamment celui qui s'était effondré et qui a été reconstruit depuis. Sinon, ouais, c'est vraiment pas l'étape qui m'a donné du plaisir dans ce Giro. Je pense que c'est l'étape. Cette étape-là, je m'en souviendrai même pas, je pense, dans 3 semaines. C'est-à-dire, quand commencera le Tour de France, je me souviendrai peut-être même pas de cette étape numéro 12. On va regarder, j'ai oublié de... Hop. On va regarder les sondages, j'avais 2 sondages hier. Premier sondage, c'était pour vous, qui va gagner l'étape 12? Un sprinter, un puncher ou un baroudeur? Vous étiez 56% à dire un baroudeur, 37% un puncher, 7% un sprinter. Et pour vous, que va faire Richard Carapaz sur ce Giro? C'est un débat intéressant, je trouve, parce que Richard Carapaz, sur un peu ses comptes d'apothicaire, ça m'a donné l'idée de faire ça. Il va le remporter 25%, il va finir sur le podium 62%, donc on voit que je pense que ce chiffre-là aurait peut-être été plus important en début de Giro. Il va finir dans le top 5 11%, il va finir dans le top 10 1%, il va complètement exploser 2%. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir quand même que 11% d'entre vous le voient finir dans le top 5, mais pas beaucoup mieux, et 62% sur le podium. Donc je suis pas le seul à avoir peut-être quelques doutes sur Richard Carapaz. Et on commence tout de suite par le bilan des Bleus.
Du côté du bilan des Bleus, je commence tout de suite avec... ça n'a pas été une journée incroyable pour les Bleus dans l'échappée. Voilà, il y avait 2 Italiens, mais des équipes françaises dans les échappées. Et puis il y avait un... Chez AG2R, ils étaient 2. Il y avait Vendramé, je sais plus qui était le deuxième AG2R. Mais ils étaient 2 au départ. Mais oui, ça n'a pas été l'étape du jour pour les Bleus. On commence avec Simone Consoni, qui a quand même fait plutôt du bon boulot, Consoni, parce que déjà hier, il était déjà un acteur important de l'étape, avec son sprint à la 3e place. Donc aujourd'hui, il a très bien géré le début de journée. C'est-à-dire que l'échappée a mis 60 km avant de sortir. On a roulé quasiment à 50 à l'heure pendant la première heure et demie de course. 45 au final, pour 3000 mètres de dénivelé positif, c'est pas mal, quasiment 46 à l'heure. C'est une étape qui a quand même fait mal avec la chaleur. Mais du côté de Simone Consoni, il est parti, l'échappée est parti juste après le sprint intermédiaire. Et comme lui, il était bien placé au moment du sprint intermédiaire, mais qu'il n'avait pas fait trop d'efforts non plus à ce moment-là, il a réussi à récupérer une bonne position dans l'échappée. C'est dommage que chez Cofidis, on n'a pas... Alors soit on n'avait pas l'idée de mettre un autre coureur, mais qu'on n'ait pas tenté avec un Rémi Rochas, par exemple, que j'avais mis parmi mes favoris, ou avec d'autres coureurs, parce que je pense que c'était une étape qui pouvait leur convenir. C'était une étape assez intéressante pour des coureurs comme ça, pour des seconds couteaux. Et je pense qu'aujourd'hui, on savait quand même qu'il y avait peu de chances que du côté du peloton, ça roule extrêmement fort sur la deuxième partie de course. Donc on pouvait, je pense, prendre 1 ou 2 coureurs chez Cofidis qui, normalement, doivent protéger Guillaume Martin pour tenter d'aller chercher, pourquoi pas un podium ou encore mieux. Bon, Consoni dans le final, il a un peu craqué. Mais au final, il finit avec Van Der Poel. Donc c'est pas si mal que ça pour Simone Consoni, qui je pense était celui qui passait le moins bien les bosses dans cette étape. Donc voilà, c'est plutôt une belle journée pour le coureur italien. Voilà, c'est plus moi, on va dire, pour le coureur italien. Je continue avec Vendramé. 10e aujourd'hui, Vendramé de l'étape. Il n'a pas été 8e, Vendramé de l'étape. Il n'a pas été en mesure d'aller chercher les meilleurs. C'est-à-dire quand ça a accéléré dans la Coletta aujourd'hui, il n'a pas été en mesure d'aller chercher les meilleures positions. Donc ça c'est un peu dommageable, mais ça avait déjà été compliqué. C'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette situation-là où il est... Bon voilà, il a un début de saison qui est peut-être pas forcément... fantastique, Andrea Vendramé. Donc voilà, la course a été un peu compliquée, je trouve, pour l'Italien. Il a un peu subi aujourd'hui dans cette échappée, alors que pourtant, il y avait peut-être les bonnes... Enfin, c'était quand même une situation intéressante pour AG2R avec 2 coureurs, mais Vendramé, qui n'a pas énormément roulé dans le groupe A25, quand ça a accéléré, il n'a pas réussi à changer de rythme. Peut-être aussi que la forte chaleur et surtout le ressenti qui était très important aujourd'hui, le ressenti de chaleur qui était très important, ont aussi joué au phénomène un peu où on a tendance à s'écraser, à être endormi complètement par la chaleur et à pas réussir à réagir quand les meilleurs sortent, parce que ça a été vraiment des conditions compliquées aujourd'hui du côté de Gênes. On passe. J'ai oublié de signaler également qu'aujourd'hui on est passé au Passo del Bocco sur cette étape. Passo del Bocco, c'est la première fois qu'on revenait depuis la mort de Martin Weinand en 2011, dont on avait parlé en début de Giro lors de l'étape 3. Il était mort, Martin Weinand. Et c'était donc la première fois qu'on passait dans cette descente. Et j'ai vu qu'il y avait donc 11 coureurs qui avaient participé à ce Giro-là, qui sont encore dans le peloton, notamment Nibali était sur le Giro 2011. Michael Cherel également avait fait le Giro 2011. Donc lors de la mort, je crois par contre il n'y en avait aucun qui était chez Léopard, qui était donc l'équipe de Martin Weinand à ce moment-là. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou. Premier coureur au top, Stefano Oldani. Le coureur italien vainqueur aujourd'hui, Oldani. Pour une fois, Alpecin a plutôt bien géré. Alors, je ne sais pas si c'était fait exprès ou s'ils sont retrouvés piégés par cette stratégie-là. Mais le fait d'avoir fait attaquer Oldani en premier, c'est intelligent. De toute manière, pour moi, il fallait
faire attaquer Oldani parce que c'était pour moi le coureur le plus fort et le plus rapide avec Van Der Poel. Mais il grimpe un peu mieux que Van Der Poel, Oldani. Et puis, surtout, il fallait faire attention de ne pas se faire avoir du côté d'Alpecin. Le nombre a aussi joué. On avait parlé dans l'échappée de Naples où lui il était seul dans cette échappée, contrairement à certains de ses adversaires, notamment de Rent. Là, le fait d'avoir été plusieurs chez Alpecin, ça les a aidés aujourd'hui pour s'en sortir. Avec un Oldani, voilà, bon, qui a bien géré dans le final, parce que avec Rota, bon, ils c'était les deux plus rapides, il devait se méfier de Reise qui était un peu moins performant. Mais il a très bien géré dans le final, il a très bien contrôlé. Son sprint, je trouve, est d'une intelligence folle face à Rota, où il dépasse déjà Lemrabieux sans se mettre dans le rouge. Ensuite, il contrôle, et puis il déclenche son sprint quand il veut. Il a endormi un petit peu Lorenzo Rota. Et donc, c'est une belle victoire pour Stefano Oldani, pour Alpecin Phoenix, qui s'appellera Alpecin de Koninck à partir du Tour de France. Ça devait être l'année prochaine seulement, mais ça sera dès le mois de juillet. Ça sera plus Alpecin Phoenix, mais Alpecin de Koninck. Donc dans nos têtes, il va pas falloir confondre la de Koninck Quick-Step, qui a été une époque et une bonne équipe d'il y a quelques années, et donc de Koninck et Alpecin de Koninck, en sachant que l'année prochaine Quick-Step s'appellera Quick-Step Soudal Quick-Step. Voilà. Parce que l'Auto Soudal ne s'appellera plus Auto Soudal. C'est compliqué cette année au niveau des sponsors. On va bien se mélanger les pinceaux, je pense, l'année prochaine, dans les premiers mois de la saison, à dire le nom d'équipe qui n'existe plus. Et à faire que les gens ne vont pas comprendre ce qu'on dira en plus, parce que ça sera pas simple. Mais belle victoire de Stefano Oldani. Et puis c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, qui est peut-être pas le plus connu du peloton, mais qui est un très bon coureur, qui a 24 ans, qui était pas mauvais chez l'Auto. Mais j'avais dit en début de saison que c'était une grosse perte pour l'Auto de perdre Oldani, parce que pour moi ils avaient perdu un très bon coureur. Et Alpecin, il s'en est toujours tout de suite très bien tiré là aujourd'hui. Il avait fait déjà deuxième de la Volta Limbourg Classique derrière Arnaud Delis, septième de la dernière étape du Tour d'Andalousie. Coureur qui remporte sa première victoire également chez les professionnels, comme l'année dernière, comme hier, Dainese, tous les deux 24 ans aussi. Des profils assez similaires. Je crois que Dainese c'était 1m76. Là, il fait 1m78 pour 65 kg. Alors, c'est vrai que j'ai été assez surpris que Guillaume Di Grazia dise qu'il était grimpeur. Parce que pour moi, Oldani, c'est plus un puncher qu'un grimpeur. C'est un puncher qui a une bonne pointe de vitesse. C'est pas un grimpeur, Oldani. Je crois qu'on peut pas le qualifier de grimpeur. De toute façon, quand tu vois ses résultats, c'est plus des résultats sur des courses de puncher. Notamment, l'année dernière, il avait déjà fait 4e d'une étape du Giro. Il avait fait également 3e d'une étape du Tour de Pologne, 8e de la Drôme Classique cette année aussi, 6e d'une étape du Tour du Pays Basque, mais surtout des résultats principalement sur le Tour d'Italie. Donc voilà, belle première victoire dans sa carrière pour Stefano Oldani, qui était en échappée, pour ceux qui s'en souviennent, du côté de l'Etna également. Il avait attaqué très tôt. Donc c'est pour ça que pour moi on peut pas dire que c'est un grimpeur, parce qu'il était plutôt parti comme un baroudeur puncher. Coureur qui a commencé chez Polartec Cometa, et chez Cometa Cycling Team également. Cometa Cycling Team, une équipe espagnole, où il avait commencé avec Michel Riz également, et Juan Pedro Lopez. Tiens. Comme quoi, c'était pas une. Voilà, ils étaient 12. Quand tu as déjà ces trois-là dans l'équipe, c'est quand même pas mal pour cette formation qui est maintenant Eolo Cometa. Voilà, pour rappeler, c'est la formation de Contador, qui était à l'époque en Continental. Donc voilà, repéré par Contador, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et ça montre que donc vous avez un petit niveau Contador et Basso. Ça, chaque fois je dis Contador, mais il y a également Basso. Kelderman, la bonne opération du côté du général pour le coureur néerlandais. Il a tenté le coup, il nous a fait une Guillaume Martin, ce qu'on appelle une Martin, c'est-à-dire prendre l'échappée, reprendre beaucoup de temps et puis revenir dans le match pour le général.
Malgré tout, il reste à 2,51. Deuxièmement, bon, je ne vois pas faire un grand classement général, surtout que vous avez Bourman et Jane Lay qui sont mieux classés et qu'à un moment, il va falloir quand même avoir des équipiers et rouler autour de ces coureurs-là. Qu'on a vu comme les limites de Calderman en haute montagne, qu'aujourd'hui, quand ça a accéléré, il n'a pas réussi à revenir sur les trois de devant. C'est-à-dire ils ont repris 10 secondes dans la montée, 10-15 secondes dans la montée, mais ensuite ils ont plafonné. Et derrière, sur le plat, c'était pas non plus très impressionnant du côté de Kelderman, mais au moins il reprend du temps. Bon, voilà, c'était, je pense qu'il partait plus ce matin pour chercher la gagne, mais c'est quand même la bonne opération du jour. Et puis on ne sait jamais, si vous avez des coureurs qui s'écroulent devant, un top 10 est toujours faisable pour Wilco Kelderman grâce à cette échappée où il a repris plus de 5 minutes. Aujourd'hui, au général, il a gagné 10 places. Voilà. Comme Lucas Hamilton en passant le coureur de la Bike Exchange, qui lui est désormais 16e à 3,45 pour ces deux coureurs-là. Mais c'est quand même Wilco Kelderman qui fait principalement la bonne opération du côté du général. Et puis je termine avec Lem Reise. Il a failli les piéger, Lem Reise. Il a été filou le coureur néerlandais. Il savait qu'il était le moins rapide que Rota et que Oldani. Donc il savait qu'il devait tenter quelque chose. Il a tenté, ça n'a pas marché pour le coureur qui a remporté l'année dernière quand même la ronde de l'Isard en 2021, ce qui est quand même un petit peu en s'imposant notamment à Saint-Girons, qui a fait également une victoire sur le Tour de l'Avenir et 4e du général. Il s'était imposé du côté de Laon lors du contre-la-montre. Lui qui était dans l'équipe développement de Jumbo en 2020 et qui était donc dans l'équipe 1 de la team Jumbo-Visma l'année dernière. Il devrait normalement après ce Giro faire le Sibiu Cycling Tour, donc faire une grosse pause du côté du mois de juin. Il a tenté de les avoir. La manœuvre dans le dernier virage, elle est très intelligente, où il passe totalement à l'extérieur, il se retrouve à 3-4 longueurs, il lance une première attaque à 900 mètres, ça ne marche pas. Il retente de faire ça un peu plus loin. Ça ne marche pas encore. Il a tenté, Lem Reise. C'était culotté de sa part, ce qui est vraiment bien pour un coureur de ce type-là. Alors pour un grimpeur, il mériterait... il a un très grand gabarit quand même. 1,90, 74 kg. C'est pour ça qu'il a des qualités de rouleur aussi, parce que des longs compas. Mais au niveau de la montagne, ça commence à être... c'est lourd, 74 kg. Et pour 1m90, c'est léger, par contre. Mais c'est trop lourd, je dirais, pour un gabarit de montagne. Donc, faudra voir. Après, bon, vous avez Bradley Wiggins. Bradley Wiggins, c'est 1m90, je crois. Plus d'1m90, Bradley Wiggins. Et il a quand même remporté le Tour de France. Mais ça reste quand même très compliqué d'aller chercher une belle performance sur un Tour de France quand on fait ce type de gabarit. Malgré tout, il a été culotté. Et ça montre que chez Jumbo et chez les Néerlandais, ils ont quand même des très bons jeunes coureurs, les Néerlandais en ce moment. Je pense à Olav Koy, je pense aussi aux deux jeunes sprinteurs du côté de la Jumbo qui sont, je vais les retrouver, les deux frères Van Dijk également qui sont très bons. Il y a également donc Olav Koy, vous avez également donc Lem Reise, Timo Rosen, c'est pas très vieux non plus. Rosen. Je le voyais plus jeune. Je pensais pas je le voyais pas si vieux que ça, Timo Rosen, les donc. Mais ils ont une belle génération là. J'espère qu'ils feront pas les mêmes erreurs que la génération Samoumen qui aujourd'hui a 26-27 ans et qui a pas vraiment réussi à performer au haut niveau, autant qu'on pouvait le penser à l'époque quand il sortait aussi de l'équipe Argos et qu'il y avait quand même quelques pépites à ce moment-là. Mais c'est intéressant, les jeunes coureurs néerlandais entre 24 et 21-22 ans, là il y a une belle petite génération, et bien entendu le prodige également Olav Koy qu'on avait vu notamment autour de la Sarthe. On poursuit et on termine avec tout de suite les bonnets d'âne. Deux petits bonnets d'âne aujourd'hui. Je ne savais pas trop qui mettre en bonnet d'âne. Alors bon, il y en a un que c'est la 3e fois d'affilée, c'est Van Der Poel. Mais c'est vraiment pour mettre Van Der Poel parce que
Très clairement, j'aurais pu me passer de cette partie de la vidéo. Bon, je me suis dit, je vais quand même mettre des bonnets d'âne, mais bon, Van Der Poel aujourd'hui, je pense que il a compris assez vite que ça serait pas pour lui. Vu comment il a explosé assez vite, quoi, hein, il était dans le rouge. Et je me suis posé une question avec Van Der Poel, compte tenu également de sa mauvaise performance hier. Est-ce qu'il n'aurait pas un problème à supporter les hautes chaleurs, Van Der Poel? Parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, il avait des jambes en coton, Van Der Poel. C'est quand même un coureur qui aime le cyclocross. Souvent, les coureurs qui aiment bien les conditions fraîches ont du mal avec les fortes chaleurs. Demandez à Tim Wellens, par exemple. John Gadret, ainsi, était dans ce cas-là. C'est très rare les coureurs qui arrivent à supporter à la fois les faibles températures et les très fortes températures. Romain Bardet, Thibaut Pinot sont des exemples. Ils préfèrent quand il fait froid que quand il fait très chaud. C'est très rare les coureurs qui arrivent à s'adapter aux conditions fraîches, aux conditions chaudes. Par exemple, Lance Armstrong, c'était pas le meilleur quand il faisait froid. Même quand il était dopé. Et il y a d'autres coureurs qui adorent par contre les conditions extrêmement fraîches. Par exemple, Alaphilippe, c'est pas le meilleur quand il fait très froid. Je préfère quand il fait un peu plus chaud. Mais là, c'est vrai que Van Der Poel, je me pose la question parce que la manière dont il a explosé aujourd'hui, on a l'impression vraiment fracassé par la chaleur. Et ça m'a fait remémorer l'étape d'hier aussi où peut-être qu'il n'a pas pu réagir comme il le souhaitait parce qu'il était en surchauffe moteur et surtout lors de la victoire de Bingham. Et donc il y a 2 étapes où quand ça accélère du côté de Ineos, lui il n'est pas capable de remettre un coup de collier à ce moment-là pour faire lâcher du monde, où il est juste en capacité de suivre. C'est peut-être tout simplement parce qu'il n'aime pas les fortes chaleurs, Mathieu Van Der Poel. Donc c'était pour parler de ça. Sinon, de toute manière, il s'impose chez Alpecin, donc c'est plutôt une bonne journée. Et je pense qu'ils ont plutôt bien géré le fait d'avoir un leader qui n'était pas au top de sa forme. Et puis j'ai mis Drone Hooper. J'étais assez surpris aujourd'hui de voir qu'un coureur de Drone Hooper dans l'échappée. Même Bardiani a réussi à en mettre 2 et pourtant Bardiani est parti avec un temps de retard. Notamment Gabouro. Ils sont revenus en faisant un peu chasse-patate pendant une dizaine de kilomètres. Ils étaient dans un groupe de compte derrière le groupe de 25. Je suis assez surpris, surtout que c'était pas vraiment le meilleur coureur. Quand tu sais qu'aujourd'hui c'était Jardini, quand tu sais aujourd'hui qu'il y avait quand même possibilité que ça aille au bout, de grandes possibilités que ça aille au bout du côté de l'échappée, pour moi il aurait fallu qu'un Tesfation, un Cepeda, un Sepulveda ou même Simone Ravanelli et un coureur de ce type-là arrive à être dans l'échappée. Et c'est vrai que je suis quand même assez inquiet, ou même Mattia Baïs, qui est un très bon baroudeur. Je suis assez inquiet quand même, c'est que Cepeda, on ne l'a pas vu depuis le début de la course. Je sais même pas quel est son classement à Cepeda du côté de Drone Hooper. Alors aujourd'hui, il est au général, il est à 1h45 Cepeda. C'est quand même fou. Ce mec-là a fini 4e du Tour des Alpes l'année dernière. Mais là, on ne l'a pas vu de la course. Sepulveda, on l'a vu un peu. Ponomar aussi, on ne l'a pas vu. Mais bon, on peut considérer que Ponomar, avec la situation en Ukraine, il n'a pas trop la tête à la course. Là, il manquait chez Drone Hooper vraiment du monde, quoi. Quand tu es dans une journée comme ça et que tu peux t'imposer, il faut mettre minimum 2-3 coureurs dans l'échappée. Quand tu es une équipe invitée, mais 2, je pense, c'est le minimum. Là, un seul coureur, ça fait un peu grise mine. C'est dommage parce que pour moi, Drone Hooper pouvait gagner une étape. Avec Cepeda ou avec Sepulveda en échappée, ils avaient la capacité. Là, aujourd'hui, que ça soit Cepeda ou Sepulveda, le final était totalement dans leur corde. Les 2 dernières montées, c'était dans leur corde. Mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ils n'ont pas réussi à faire le jump, ou ils n'ont pas voulu, ou ils n'étaient pas motivés. Enfin, c'est un peu triste quand même pour ces 2 coureurs-là, parce que ils sont peut-être passés à côté d'un top 5. C'est vrai que Drone Hooper, pour le moment, ils ont animé les débuts de course sur les premières étapes. Ça fait quand même depuis quelques jours qu'ils ne sont pas très présents aux avant-postes de la course. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On se retrouve demain pour un sprint
l'avant-dernier ou peut-être le dernier de ce Giro. Donc présentation de l'étape 7h30, débrief de l'étape 21h. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Puis nous, on se retrouve demain sur la meilleure production. Allez, ciao ciao!